Bonjour, bonjour, bonjour pour première rencontre de l'après-midi. Vous avez remarqué que le soleil arrive sur Brive? C'est normal. Bon, très bien. Jean-Marc Ferrer, j'ai tout de suite envie de vous dire bravo. Alors je devrais d'abord vous dire bon anniversaire. Je ne comprends pas que Corrèze Télévision n'ait pas prévu un gâteau avec des bougies, 10 bougies. Quels sont les éditeurs de la région qui fêtent leur 10e anniversaire avec des livres aussi magnifiques que ceux qui sont en partie exposés là? Enfin, cela dit, catalogue de 76 titres. Donc, Jean-Marc Ferrer, c'est vous qui avez créé cette maison d'édition. Vous allez nous présenter votre équipe, les 2 personnes qui sont à côté de vous, et vous allez d'abord, après les avoir présentées plus tôt, vous allez m'expliquer ce qui vous a animé pour vous lancer dans une entreprise où tous les cœurs secs, les négatifs, les gens pessimistes vous ont dit « Mais tu es malade, ne fais pas de l'édition, il y a trop d'éditeurs en France, il y a trop de livres de publiés, et en plus de ça, la grande passion des Français, c'est d'écrire. » Alors, Jean-Marc Ferrer, d'où venez-vous et ce que vous avez voulu créer? Alors je vais peut-être commencer par nos invités. C'est vous le patron. Donc je voulais vous présenter Chris Dussuchot, qui est maintenant chroniqueur radio, après avoir mené une grande carrière de journaliste en presse écrite, et qui a donc connu la naissance des Ardents Éditeurs à Limoges en janvier 2007. Il a assisté au premier lancement de mon premier livre qui s'appelait Les Souterrains de Limoges. J'avais découvert un texte inédit du Nègre d'Alexandre Dumas, Auguste Maquet. C'est pas de l'humour. Et qui s'appelait Les Souterrains de Limoges, qui étaient ces feuilletons en bas de journaux dans les années 1830. Et en fait, Auguste Maquet, non seulement avait besoin de cachetonner, comme on peut le dire maintenant, pour pouvoir écrire pour le grand Alexandre Dumas, mais lui-même agrégé d'histoire, allait chercher et vendait des feuilletons un peu à droite à gauche, dont la presse locale. Voilà, donc Chris, on s'est connus à cet événement-là, et à l'époque, Jean-Michel Gillet, mon deuxième témoin d'aujourd'hui, était lui-même libraire. Il est à l'heure actuelle à la tête de la librairie Anecdote à Limoges. Oh là là! Il est partenaire de la foire de Brive. C'est une des librairies les plus importantes de France. Bien sûr, bien évidemment. Bah évidemment. Hein? Voilà, donc ça, c'est mes témoins, entre autres, effectivement, et puis de façon importante, je suis extrêmement heureux de me retrouver ici pour les 10 ans. Votre parcours? Alors, mon parcours est un parcours que, finalement, est assez atypique et en même temps assez commun, je crois, dans le monde de l'édition. Je viens de la fonction publique, je suis professeur d'histoire-géographie au tout début. J'ai eu le CAPES assez jeune d'histoire-géographie, et j'ai fait de l'enseignement depuis 26 ans. Et il y a une dizaine d'années, je voulais changer d'activité et je me suis donné les moyens avec des amis de Vous enseignez tenter où, l'aventure. à Brive? Alors j'ai enseigné à Brive, oui, j'ai enseigné au lycée Cabanis pendant plusieurs années. J'étais ce qu'on appelait les TZR, titulaires remplaçants. Au début de ma carrière, oui, c'était surtout l'idée, c'était d'être très mobile et de pouvoir passer du lycée au collège. Je remplaçais les professeurs malades. Et ça, j'ai fait ça pendant 8 ans de ma vie. Et les professeurs en congé de maternité. Congé, voilà, exactement. Bon. Et puis, c'est une expérience de vie que je voulais absolument avoir au début de ma carrière d'enseignant et qui m'a permis d'avoir une forme de mobilité et de curiosité. J'ai traversé la Haute-Corrèze, la Basse-Corrèze, la Haute-Vienne, la Creuse. J'ai fait énormément de remplacements. Et après, je me suis lancé au bout de 25 ans. J'ai fait de la formation également pour les enseignants dans le domaine de curiosité. J'ai travaillé pédagogie muséale, comme on dit, sur la sensibilisation à l'histoire de l'art dans les classes. Et puis, je me suis dit, à un moment donné, j'avais déjà produit moi-même un ouvrage en 1994 sur l'histoire de la porcelaine de Limoges. Et j'avais envie de basculer dans le domaine de l'écriture et de l'édition. Mais je suis sur un domaine de recherche très particulier, qui est celui d'histoire des arts décoratifs français.
Et du coup, j'ai collaboré avec 2 maisons d'édition avant de créer ma propre maison d'édition, donc il y a 10 ans. Avec l'édition Lucien Souni, où j'avais écrit un livre en 1994, et ensuite les éditions Culture et Patrimoine qui ont depuis disparu. Voilà. D'accord. Alors tout le monde vous a aidé ou tout le monde vous a surtout dit de ne pas faire ça? Bah écoutez, quand j'ai appelé ma maison d'édition Les Ardents Éditeurs... Pourquoi vous l'avez appelé comme ça, justement? Alors, c'était... C'est un buisson ardent? Est-ce que... Voilà, c'était à la fois la notion de ce qui peut dans ce métier-là et qui doit être, qui est la passion que l'on livre tous les jours, à vouloir faire du livre. Vous l'avez dit, c'est d'une grande complexité, surtout avec des maisons d'édition prestigieuses, de réussir à avoir une ligne éditoriale et de réussir à vivre dans le circuit de l'édition. Mais ça voulait dire à la fois donc, l'ardeur, mais en même temps, c'était une référence à l'histoire du Limousin. Le mal des Ardents et cette grande épidémie de l'ergotisme du seigle, vous savez, ce champignon qui avait dévoré les populations vers l'an 1000, à l'époque médiévale, et qui avait tué des centaines et des centaines de personnes ici. Et par tradition en Limousin, pour pouvoir faire reculer cette peste de feu, on sort les reliques des saints, et le fameux Saint Martial. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Donc il y avait une forme de croyance à la fois à l'histoire des légendes, qui peuvent être assez importantes ici en Limousin, et puis également l'ardeur de la maison d'édition. C'était une nouvelle référence. Au départ, vous êtes combien dans votre maison d'édition? Alors écoutez, au départ, on était 1 et 1. Moi-même, j'ai tout fait. J'ai fait tout et je sous-traitais les maquettes, mais la recherche a démarré les 2 premières années vraiment tout seul. Puis ensuite, combien de titres la première année? On a sorti 5 titres déjà dès la première année, dont l'histoire de Brive. J'avais sorti dès la première année avec Jean-Michel Valade et Frédéric Lehec, l'histoire de Brive, la première bilingue. Jean-Marc, 76 titres aujourd'hui. Est-ce que déjà vous aviez défini les collections que vous vouliez animer, que vous vouliez développer? Oui, c'était en particulier la collection à lire dans mon sofa, qui est une collection qui est liée essentiellement, comme je disais tout à l'heure, Auguste Maquet, le nègre d'Alexandre Dumas. C'était de trouver en fait les feuilletons dans les bas de page que l'on trouvait dans la presse du 19e siècle. Ici, on en a 2. On a Les Misérables du Limousin, on a Le Capitaine des Mœurs de Fin. Donc je passais énormément de temps dans les archives à retrouver ces vieux feuilletons qui déclinaient les phénomènes littéraires nationaux dans une dimension régionale. C'est-à-dire que quand on a Les Misérables de Victor Hugo qui sortent, dans les mois qui suivent, vous avez obligatoirement, et ça on l'a oublié, la même déclinaison au niveau identitaire. Parce qu'il fallait que le lecteur de Brive ou le lecteur de Limoges puisse retrouver des phénomènes littéraires avec des identités régionales. Déjà à l'époque, le Limousin avait la conscience de son identité. Pourquoi vous avez publié Callirhoé? Maurice Sand. Maurice Sand, parce qu'on a un gros lectorat, en fait, dans la région centre. Et Callirhoé, on sait que c'est George Sand qui l'a écrit avec son fils, avec Maurice, et parce que ça a appartenu, et c'est tombé dans l'oubli. L'histoire littéraire, vous le savez, dans notre pays est malheureusement dans un état de santé proche du coma. Il n'y a quasiment plus de chercheurs en histoire littéraire. L'université n'enseigne que la littérature comparatiste. Il n'y a pas de littérature pour la littérature. Autant on trouve ça aux États-Unis ou dans les universités japonaises. En France, ça a disparu. Et je voulais remettre en avant ce qu'on appelle le roman historique, si vous voulez, dans sa déclinaison, le roman archéologique. C'est un sous-genre du roman historique. Mais attendez, comment vous avez trouvé ce texte? Alors ce Parce texte que Maurice Sand, George Sand, vous créez votre maison d'édition en 2007, c'était pratiquement 150 ans avant. Alors Maurice Sand, le livre était sorti en France, était tombé complètement dans l'oubli, ça a été un bide complet. Le seul endroit où les droits ont été rachetés, c'est aux États-Unis. Et en fait, Callirhoé, le fils de George Sand, Maurice Sand, c'était un grand succès de la littérature aux États-Unis, qui était pourtant un pays naissant. Et c'est le premier roman archéologique que l'on ait dans le genre de l'histoire du roman historique. Vous êtes un passionné littérature du 19e? Vous l'avez compris. Oui, oui, mais je voulais vous l'entendre dire. C'est le 19e siècle est pour moi un siècle absolument fantastique parce que c'est à la fois une synthèse, une compression. On écrit l'histoire de la France et en même temps, au niveau littéraire, on l'a oublié, c'est un temps où tout a été inventé. Et je pense que malheureusement,
par rapport, je ne suis pas passéiste parce que c'est pas de, Oui. mais je pense qu'on revient en arrière et on croit parfois inventer au XXIe siècle beaucoup de choses que nos ancêtres ont déjà mis au point. Revenons sur les collections que vous avez voulu créer. Donc, à lire dans mon sofa, moi je trouve ça déjà Voilà. très drôle. Bon, donc 5 titres la première année, 73 titres aujourd'hui. Vous avez senti un moment qu'il y avait des sillons à creuser particuliers que n'avaient pas creusé vos confrères. Vous vouliez avoir une patte originale. Oui, Une patte, vous voyez ce que je veux oui, dire, oui, hein? tout à fait, exactement. Bon. Une sorte de griffe. Et effectivement, je crois que ça a été aussi le beau livre, mais ça sera peut-être confirmé par mes amis, le beau livre. Là, j'ai voulu faire, par exemple, un ouvrage. Je ne comprenais pas, quand j'allais me balader en France, qu'on ait toujours intérieur secret en Alsace, intérieur secret en Bretagne, intérieur secret en Provence. Et puis, mais attendez, on est dans une région il y a des très belles demeures, il y a des demeures avec des fortes identités dans cette région, mais comment ça se fait? Et un de mes premiers livres, alors c'est un livre qui valait très cher, il est encore au catalogue parce que je fais beaucoup de livres de garde, comme j'aime bien le dire. Intérieur secret comme Parc et Jardin secret en Limousin ont été des best-sellers ici, parce que j'avais envie de faire découvrir aussi aux Limousins toute la fierté qu'on avait à vivre dans cette région et sa qualité de vie. Et je pense qu'il y avait un créneau pour le beau livre. Et là, on est extrêmement fiers d'avoir sorti les sites remarquables de la Corrèze, qui vient de sortir, hein, plus de 280 images. On essaye de faire des livres pas trop chers, justement, mais qui valorisent l'identité de notre région. Et on a gardé cette ligne des beaux livres que peu d'éditeurs en région faisaient lorsque j'ai créé la maison d'édition. Mais si vous savez pourquoi, parce que vous me parliez des gens qui avaient un peu eu de doute au début sur la naissance de la maison d'édition. Je me rappelle très bien, parce que l'université de Limoges qui venait de créer le master métier de l'édition, je rencontre un des professeurs qui me dit, mais en 2007, il me dit, mais un des enseignants de l'université me dit, mais monsieur, vous allez faire du livre papier, mais dans 2 ans, il n'y a plus de livre papier. On était en 2007. Tout le monde pensait que le livre numérique allait rafler la donne. Oui, enfin, ceux qui pensaient ça se sont tous plantés. Exactement. Hein. Et on ne nommera pas des gens. Voilà, des gens très célèbres, qui ont failli être ministres de la Culture. Même. Mais là, parfois, il faut rechercher les archives de la foire de Brive, des forums qu'il y avait ici en 2007 concernant le livre débat. numérique. Oui. Moi, on me dit, vous êtes complètement, on m'était complètement, comment dire, dans une télévision, dans une problématique très différente. Et effectivement, ici, je me rappelle sur Corrèze Télévision, il y avait énormément de débats sur cette question du numérique. Alors, on en voit le peu de place, ça existe. Mais nous, on a voulu faire le contre-pied, continuer à travailler aussi. On imprime tout en région. On imprime à moins de 200 km, parce que j'aime beaucoup aussi les éditeurs qui parlent de l'impact carbone. Nous, on a toujours jugé qu'il fallait faire ça à moins de 200 km de l'endroit où j'ai mes lecteurs. Vous intervenez quand vous voulez. Vous avez compris que c'est le patron, mais il est très bavard, hein. Non, mais il a tout à fait raison, il est là pour ça. Moi, j'aimerais savoir... Non, mais là, moi, je vais saisir le CSA, parce que le respect du temps d'antenne n'est pas très respecté. Ah ben ça, écoutez, il faut voir avec Corrèze Télévision, ils sont redoutables. Bon, ceci dit, je voudrais préciser que vous n'avez que le clone de Jean-Marc Ferrer ici. Non, ce que je veux dire... Parce qu'il a tellement d'activités. Là, c'est moi qui parle. Il a tellement d'activités. Et si vous saviez qu'il a raté quand même une carrière de chanteur lyrique, est-ce que vous le saviez, ça? Il n'y a pas d'opéra à Brive. Oui, mais il y en a un à Limoges, qui est une grande maison. Vous étiez quoi, baryton? Oui, ténor barytonnant, comme on disait. Baryton mozartien. Voilà, baryton mozartien. J'ai eu un diplôme effectivement musical, mais comme je ne savais pas lire la musique, il y avait le seul qui avait été un grand chanteur français. Il y en a 2 chez les hommes qui ne connaissaient pas lire la musique, étaient quand même des grands chanteurs. Jean-Philippe Lafont, et je crois qu'il y avait aussi son nom, je l'oublie. Gabriel Baquier. Qui a mis du temps avant de savoir faire du solfège et de lire la musique. Jean-Marc Ferrer, quelle est la difficulté de fabriquer un beau livre? Le temps. C'est la principale difficulté. Surtout que depuis 10 ans qu'on a créé la maison d'édition, je n'ai jamais un seul projet clé en main. On les reprend tous avec les auteurs. Donc, par exemple, les sites remarquables de la Corrèze, je me rappelle avoir fait les 2 dernières éditions ici à Brive, et on avait sorti les sites de la Creuse, les sites de la Haute-Vienne. Tous les brivistes et les gens de Corrèze me disaient, mais quand est-ce qu'il arrive? Quand est-ce qu'il arrive? On a mis 2 ans et demi, parce qu'il fallait couvrir énormément de sites ici, et faire les photographies, et c'est le temps. Je crois que c'est ça que j'essaye de préserver le plus possible. Monsieur le libraire, quelle est la difficulté de vendre un beau livre?
Alors, la difficulté, déjà, c'est le prix, on le sait bien. Hein. Aujourd'hui, le prix du livre est cher, et les beaux livres encore plus. Après, la difficulté, elle est levée avec les ardents éditeurs. Moi, j'insiste, moi, quand j'ai rencontré le patron des Ardents il y a 10 ans maintenant, qui était plein d'enthousiasme, je sais qu'il avait un mot à la bouche, c'était qualité. Qualité, qualité, qualité. Et c'est vrai que quand vous regardez l'ensemble de son édition, voilà, la qualité, elle est là. Et je crois que, quel que soit le prix, la qualité, elle est importante, elle est attendue. Une deuxième remarque aussi que je voulais faire par rapport à ça, c'était l'identité limousine. Elle est très marquée, très forte. Tout à l'heure, vous disiez, l'édition est partie dans plusieurs, les romans, puis les beaux livres. Mais je crois qu'il a répondu à une attente du lectorat et des lecteurs. C'est l'identité limousine. On parle de la Corse, de la Bretagne, mais le Limousin a une forte identité. Et en ça, il répond à la demande et à la curiosité de nos lecteurs. Vous êtes libraire depuis combien d'années? On n'en parle même plus. Depuis très très longues années. Non, répondez-moi. Depuis plus de 30 ans maintenant. 100 ans. 30, ça va aller. Donc depuis 30 ans, oui. Moi j'ai été libraire. Oui, je comme sais. vous. Oui. Ce qui m'a frappé, c'est de voir les rayons régionalisme faire un chiffre d'affaires dans chaque librairie de plus en plus important. Et regardez, je ne sais pas comment c'est chez vous à Limoges, mais je le verrai bientôt, le rayon régionalisme est généralement placé au meilleur endroit bien sûr, dans la librairie, à l'entrée de la librairie. Dès l'entrée. Et ça n'existait pas il y a 30 ans. C'est vrai. Et puis, les rayons sont développés. Je vois aujourd'hui, les Ardents tiennent un tiers dans l'ensemble de mes rayons régionalistes. Eh oui. Faites attention, il va vous dire que c'est pas assez. Oui, plus de 70 livres. Hein, donc, voilà, ça prend de la place. Comment vous expliquez ça? Je crois qu'il y a un vrai retour à la valeur, à ce qu'on est aujourd'hui, les interrogations de qui on est, où on est, dans quelle région on vit, quelle est notre histoire. Et je crois que là aussi, il répond à l'ensemble des attentes de nos lecteurs. Puis je voulais dire aussi que ces livres étaient accessibles. Alors on a des livres très pointus, mais on a aussi des livres très accessibles et qui sont à la fois de qualité exigeante et à la fois accessibles. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau dans ce type d'ouvrage. Alors, il y a une collection que vous avez développée, mais qui, à mon avis, va s'enrichir, qui est la collection Petits itinéraires pour grands curieux. Alors, oui, c'est une collection de beaux livres, accessibles à 23 €. Et comme son nom l'indique, petits itinéraires pour grands curieux. Les grands curieux, c'est pas ceux qui vont aller faire une énième visite au Mont-Saint-Michel. Donc je ne ferai jamais dans cette collection le Mont-Saint-Michel. Parce qu'à côté du Mont-Saint-Michel, il y a la petite ville de Mers-les-Bains qui nous permettrait d'aller en baie de Somme et donc du coup de découvrir des lieux que l'on ne fréquente pas. Ce qui fait que je travaille beaucoup avec le territoire aussi. Donc on avait sorti un livre sur la Haute-Corrèze l'année dernière dans cette collection, sur le pays de George Sand. Et effectivement, c'est une collection qui est appelée à faire du beau livre et avec un petit apparat critique et historique à la fin. Donc c'est en fait garder la mémoire des lieux, des mémoires de patrimoine importants, mais qui ne seront pas, je ne vais pas faire une énième histoire du Mont-Saint-Michel que tout le monde peut avoir avec d'autres éditeurs. Alors, ils ont tous le même nombre de pages. Oui, exactement. 112 pages, 23 €. Oui. Pourquoi ça? Écoutez, c'est un réflexe de fidélisation. Je pense que c'est peut-être pas moi, et je ne connaissais pas vos questions à l'avance, mais je pense que j'y répondrai spontanément en me tournant vers le libraire. Je pense que les gens qui se sont habitués, c'est nous qui encaissons les différentiels du prix du papier. L'imprimeur, il nous impute l'augmentation du prix du pétrole et du prix du papier. Mais moi, je ne veux pas que mes lecteurs, depuis le début, quand ils ont connu cette collection, ils savent que parfois, même quand ils sont corréziens, ils vont aller acheter l'histoire de Limoges, ils vont acheter l'incendie de Limoges, ils vont acheter le Berry. J'ai des gens qui, quand je viens à Brive ou quand je fais les grands salons à Bordeaux, à Paris, nous, j'achète systématiquement la collection parce qu'ils savent qu'ils vont y trouver une rigueur et un plan qui est toujours le même. Voilà. La bande dessinée. Vous faites aussi de la bande dessinée? Oui, c'est depuis le début avec Michael Bettinelli, le Grimoire pourpre, qui est en dédicace en ce moment en jeunesse. Et Michael, c'est pareil, c'est un jeune BDiste qui était venu me voir et qui me dit: monsieur, je voudrais bien faire à l'époque une bande dessinée, et puis il m'explique son scénario. Et ce scénario se passait à Limoges. Et je lui ai dit: mais il faudrait qu'on accentue le côté patrimonial et historique. Et en fait, on a créé
une série qui s'appelle Le Grimoire pourpre, qui est une saga en 5 volumes. Parce que moi, ce que j'aime, c'est les objets intergénérationnels, que ça puisse passer entre les mains des grands-parents, des parents et des petits-enfants. Et en fait, c'est une histoire que les vieux contes, les grands-parents racontaient à leurs petits-enfants. Ce sont tirés de Contes diaboliques Limousin, qu'il a traduit en manga à la française, donc sans violence, et qui permet aux enfants de découvrir le patrimoine de la région. Un se passe à Limoges et la Haute-Vienne, l'autre la Corrèze, voilà, et la Creuse. Donc du coup, ce que moi je fais pour les adultes, vous pouvez avoir une autre génération qui va le découvrir différemment à travers les auteurs. Alors, Jean-Marc Ferrer, à qui vous destinez la collection Les Romans Illustrés? 5 couleurs assassines, Le Mystère H, La 8e lettre, Le Manuscrit des Parfaits, La Nuit des Orpailleurs, La Vengeance de Mademoiselle Jean, Le Baiser du Pénitent, avec un ensemble de couvertures qui fait collection. Oui. Pourquoi vous avez publié ça? Alors, il existait en fait des velléités chez beaucoup, comme vous le disiez, beaucoup d'auteurs nous présentent des projets. On reçoit chaque semaine 4 à 5 projets au niveau de la maison d'édition. Ce qui fait que je n'ai pas le rythme. Moi, j'ai un comité de lecture qui est constitué de bénévoles et je tiens à les remercier. Qui se réunit quoi? Une fois tous les 3 mois? Une fois tous les 7 semaines. Voilà, parce qu'ils ont beaucoup de choses à lire. Alors on fait un peu de tri, on fait pas de romans de terroir. Ah oui, donc du coup, les romans de terroir, les gens, ben, ça y est, maintenant ils ont compris, les auteurs nous l'envoient pas. Vous laissez ça à vos ennemis? Je laisse ça à ceux qui savent bien le faire. Donc après, voilà, tout le monde défend certains types de littérature. Alors celui-ci, cette collection-là de romans illustrés, il me vient de ce que je disais sur le roman du 19e siècle. C'est une écriture contemporaine, mais qui reprend les archétypes de l'écriture du 19e siècle. C'est-à-dire celle du feuilleton. Donc c'est souvent des chapitrages courts qui amènent le lecteur à chaque fois à avoir envie de lire le chapitre suivant. Quel âge ont les lecteurs de cette collection? Tout âge. Oh. Ah non, mais sincèrement, à partir des ados, oui. Mais également, on a un public souvent féminin. On le sait, en littérature historique et fantastique, c'est souvent des femmes qui sont des grosses lectrices, mais quel que soit l'âge, il n'y a pas de souci. Votre voisin de gauche veut absolument ajouter quelque chose. Oui, vas-y, Chris. Oui, non, je voudrais surtout souligner que, d'abord, joyeux anniversaire, Jean-Marc, joyeux anniversaire aux ardents éditeurs. Quand même. Oui, le gâteau. Enfin, oui, le gâteau. Il y a matière quand même en Corrèze Télévision, quand même. Ouais, mais quelques truffes, bon. Non, je voulais dire aussi qu'au-delà de cette activité, qui est une activité incroyable, inlassable, courageuse et admirable de par sa qualité, Jean-Marc Ferrer est également conférencier. Il est également organisateur de grandes manifestations style exposition, comme celle qui a eu lieu cet été, qui s'est déroulée sur 4 sites en Haute-Vienne, et dont une au château de Bonneval, qui est un château emblématique de la région, puisque c'est un château qui a été créé au Xe siècle et qui est toujours habité par la même famille, les descendants de cette famille. Et l'un des auteurs de Jean-Marc Ferrer est ici en dédicace sur le stand des ardents éditeurs. Et il a intégré... Son nom Pierre-Jean Baranger. Pierre-Jean Balanger, il a intégré dans son histoire les actuels héritiers du château de Bonneval, Martha, qui est brésilienne d'origine, et Guiraud, qui est son époux. Voilà. Au-delà de cet aspect, c'est une exposition qui a eu un succès remarquable, puisqu'elle a drainé quelques 12 000 personnes au seul château de Bonneval, dans le sud de la Haute-Vienne, qui est un château magnifique. Voilà. Et puis, il y a aussi cet aspect militant qui est admirable chez Jean-Marc Ferrer, cet aspect militant. C'est-à-dire que s'il s'est lancé dans l'édition, a priori, au départ, c'était pas pour faire du fric, comme on dit vulgairement. C'était pour faire plaisir, se faire plaisir d'abord. Et quand on se fait plaisir, souvent, on fait plaisir aux autres. Et c'est si on peut... Vous avez posé la question en préambule, comment explique-t-il la durée? La durée, c'est parce que c'est de la production de grande qualité, avec une grande diversité. Aujourd'hui, il aborde un autre domaine, c'est celui de la bande dessinée, avec un champion cycliste qui est le héros d'un de ses auteurs. Voilà, et c'est un homme complet. Qui aime la musique classique, qui aime les belles choses, qui est un spécialiste des arts décoratifs du 19e et 20e siècle. Et c'est un homme complet. Voilà, alors, on a peu de temps pour le dire, mais j'aimerais aussi que vous voulez ajouter quelque chose? Mais certainement. Je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Par contre, vous avez fait un peu comme tout le monde. Oui.
vous avez publié un département de littérature contemporaine. Oui. Ça paraît un peu, pour vous donner mon sentiment, un peu curieux dans votre catalogue. C'est souvent des auteurs qui étaient originaires de la région et qui ont soit eu des refus de grandes maisons d'édition et si vous voulez, c'était vraiment... je me t'ai dit, bon, essaye de faire ces très beaux textes, il faut qu'il trouve un éditeur pour le faire. Oui, mais est-ce que vous avez une ligne éditoriale, littéraire, dans ce département-là? Non, on va le... Non. C'est occasionnel. Fanny Z, par exemple, est un très beau roman de Josette Vialard qui est ici présente, qui est un ancien professeur de philosophie. L'ouvrage est ici. C'est un roman absolument incroyable. Et moi, elle est corrézienne, elle vit près de Masseray. C'est un parcours de femme. Quand j'ai rencontré ce texte-là, quand elle me l'a présenté, j'ai dit je ne peux pas passer à côté. Donc, mais je lui dis je ne sais pas, c'est pas ma priorité, je ne sais pas faire. Mais elle a eu une confiance et à l'heure actuelle, c'est l'un des plus gros succès de la foire de Brive en ce moment. Je suis extrêmement content également pour elle. Voilà. Donc c'est de l'occasionnel. Voilà, je pense c'est vraiment quand l'édition c'est un moment de rencontre. Je crois que pendant toute cette foire de Brive, les gens l'ont dit. C'est les projets ils naissent de rencontres et ils se nourrissent de la rencontre. D'une première rencontre entre l'éditeur et l'auteur. Deuxième niveau, c'est celle de l'auteur avec son lecteur. Jean-Marc Ferrer, 76 titres en 10 ans. Vous allez tenir la moyenne, c'est-à-dire entre 7 et 10 titres par an? Écoutez, si j'arrive à garder la santé, parce que je crois que c'est prioritaire pour toute... Enfin, vous m'avez l'air en parfaite santé, là. Alors, on essaye, oui. Vous ne gagnez pas beaucoup d'argent. Les libraires ne gagnent pas beaucoup d'argent. Quand on a envie d'avoir de l'argent, il ne faut surtout pas être libraire, éditeur, et encore moins... représentant ou directeur commercial. Il vaut mieux travailler chez L'Oréal ou dans les laboratoires pharmaceutiques. Exactement, ce sont des métiers de passion. C'est des métiers de passion. Alors, moi, je vous félicite, et vous auriez dû en donner à toute la salle, le catalogue. C'est très original. La mise en page est très originale. C'est un très beau catalogue. Le format n'est peut-être pas évident à classer en librairie dans les rayonnages, mais on y arrive. Très belle couverture. C'est pas dans vos bureaux, ça, la couverture. Non, ça c'est chez un intérieur justement, dans les intérieurs secrets qu'on avait réalisé. C'est un des beaux intérieurs qu'on trouve en Corrèze. Alors, c'est un créateur, je veux dire, ce catalogue. Oui. C'est un véritable travail de création, de mise en page. C'est un atout, un catalogue comme ça, non? Oui, en particulier, on a des grossistes à Paris. Et c'est vrai qu'on a des points, des libraires parisiens qui nous suivent, ce qui peut paraître paradoxal. On a un grossiste et régulièrement, on envoie ce type de catalogue dans les librairies et à chaque fois, ils se demandent quelle est la maison d'édition. Donc, c'était aussi pour interroger et effectivement pour les lecteurs, s'ils nous le demandent, j'insiste beaucoup. Il nous en reste des exemplaires. J'insiste beaucoup parce que c'est très limpide, c'est très clair. On voit vos collections. Tous les titres ont une représentation de la couverture. C'est important. Il y a le code barre, il y a le nombre de prix, de pages et le prix. Ça paraît tout bête, tout technique, mais pour vous, c'est un atout. Et vous avez suffisamment de catalogues sur votre stand? On a été dépouillé, j'en avais amené 400. On n'en a plus. Mais par contre, vous pouvez les demander, je prends les noms. On est juste le stand L16 à côté, donc je prends les noms des personnes pour leur envoyer. Il n'y a pas de souci. En effet, on a été dévalisé. Voilà. Ça, Jean-Marc Ferrer, c'est pas terrible. Et non, c'est mal préparé. Vous auriez dû aller dans vos bureaux hier soir en chercher. Oui. Ah oui, non. Ah, regardez ce qui arrive. Wow. Oh, bon. Comme c'est mignon. Magnifique. Bon anniversaire. Et en plus, Jean-Marc, on se connaît depuis très longtemps. Exactement. C'est une Madeleine bijou, c'est une Madeleine de la Haute-Vienne. Bon. Merci. Voilà, c'est symbolique. Merci En tous les cas, Corrèze. joyeux anniversaire également de la part de Corrèze Télévision. Nous t'avons aussi accompagné depuis tes débuts, ici sur le Forum des lecteurs. Et je suis très heureux et je souhaite encore longue vie, comme le disait Antoine, longue vie à ta maison d'édition. Merci à vous. Alors, Merci à la fois. moi, j'ai envie de poser la question publique qui est là. Avez-vous des questions à poser à Jean-Marc Ferrer, à vous, messieurs? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous interpeller pour parler moderne? Une question? Non? Pas de question? Moi, si j'ai une question, Antoine. Allez-y. Je vais la poser en... Aucune envie de revenir vers l'enseignement et professer l'histoire et la géographie également, Jean-Marc? Ou alors, on ne sait jamais.
Voilà, exactement, on ne sait pas de quoi, comment est faite la vie et nos destins. Voilà, je ne préfère pas dire non. Là, pour l'instant, je me sens très très bien dans le métier que je fais, qui est un métier extrêmement difficile, extrêmement exigeant, mais effectivement, entouré de professionnels et entouré d'amis, c'est toujours beaucoup plus facilitant. Pour l'instant, le désir est plus fort dans le domaine de l'édition. Voilà. Moi, je voudrais poser une question, si vous permettez. Jean-Marc, Tout vous est permis. Tout m'est permis? Oui. La bougie, il faudrait peut-être la souffler. Mais ça y est, c'est fait. C'est fait. Bon, symboliquement. Jean-Marc, quelles sont vos prochaines parutions? Alors, les prochaines cibles? Alors, on va sortir le premier livre, le premier récit de La Bête du Gévaudan, un texte du 19e siècle. Oui. Vous savez, La Bête du Gévaudan, qui a pourtant été lu par des milliers de lecteurs, l'un des plus grands best-sellers du 19e siècle. Et il faut savoir que c'est un Limousin qui l'a écrit. Et Liberté, celui qu'on appelait le romancier des familles, parce que justement, tout le monde lisait dans toutes les générations ces romans. Donc on va sortir le premier texte jamais écrit sur La Bête du Gévaudan, un roman à succès des années 1830. Ça sortira au mois d'avril. Également, dans la même série, on sort d'autres romans feuilletons, parce que je voulais vraiment réactiver la collection à lire dans mon sofa. Et puis on a des très beaux projets, un sur le jazz en Limousin. Ça sera pour l'été prochain, puisqu'on va faire le catalogue de la très grande exposition qui va avoir lieu à Limoges sur l'histoire du hot club. Donc ça, c'est un événement très important. Vous êtes amateur de jazz, Jean-Marc Ferrer? Du jazz, mais plutôt vocal. Voilà, plutôt les chanteurs et les chanteuses. Voilà, c'est essentiellement... Et donc là, j'ai eu la chance d'être retenu pour faire le catalogue de la grande exposition de cet été. Et puis, pour ceux qui connaissent la vallée de la Creuse, qui est une des grandes vallées de l'impressionnisme, ne l'oubliez pas, en France, l'année prochaine, on m'a demandé un commissariat d'exposition au musée de la vallée de la Creuse, à Aiguzon, qui sera consacré aux peintres impressionnistes de la vallée de la Creuse. Voilà. Et on fera le livre avec. Des noms, des peintres? Armand Guillaumin. Vous aurez Jeanne Alluot, des peintres qui... et là, je suis en train de travailler par rapport à la Corrèze, à l'histoire d'une vallée qui a été également importante, une école de peinture à la même époque, qui s'appelle l'école de Beaulieu-sur-Dordogne. Et je travaille en ce moment sur l'histoire de ces peintres dans les années 1900. C'est ce qu'on appelle des colonies d'artistes, plus que des écoles en fait, de peinture. C'est-à-dire que les artistes, quand ils venaient à Crozant, sur les bords de la Creuse, ensuite allaient près d'Argentat, venaient également à Beaulieu pour peindre la Dordogne. Et donc je travaille en ce moment sur un projet d'édition pour mettre en valeur tous les grands peintres qui sont venus peindre ici en Corrèze et également en Creuse. Jean-Marc Ferrer, vous avez jamais eu envie d'écrire? J'écris un peu, oui. Ah, pas des romans. Non. Moi, j'écris uniquement des textes scientifiques. Il écrit et réécrit. Textes scientifiques. Et réécrit. Ouais. Voilà, Alors, des textes d'histoire de l'art. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un ouvrage épuisé? Parce que Suzanne Lalique à Villande, le décor réinventé, je suppose que si c'est épuisé, c'est que vous avez épuisé votre tirage. Oui. Donc vous avez vendu tous vos livres. La difficulté, c'est quoi? C'est de réimprimer? Alors la difficulté, c'est avant tout le rachat des droits, parce que là on est sur des artistes ayant des droits économiquement très élevés auprès de la DAGP, c'est-à-dire auprès de la société d'artistes. Et lorsqu'on a épuisé le premier tirage, souvent il nous faut réacheter les droits. Et là on était trop fragile, parce qu'après c'est la limite aussi de la taille de ma maison d'édition, c'est qu'on n'est pas assuré de retrouver un lectorat. Ça c'est un de nos succès d'ouvrage, 2500 exemplaires vendus en très très peu de temps, liés à une exposition sur cette femme extraordinaire qui était la fille de René Lalique, le grand maître verrier, qui a passé 40 ans à la Comédie Française. Même la Comédie Française lui avait jamais rendu hommage. C'est celle qui a fait tous les costumes et décors des grandes années de Jean Le Poulain, des grands Molières, des débuts également de Isabelle Adjani qu'elle a connue juste avant. Et cette grande dame du théâtre, on lui a jamais rendu hommage. Et j'avais été fier de venir à la Comédie Française leur dire je vais faire un livre dont une partie sera consacrée à tout le travail de cette femme. Et ça a été un succès très important. Et malheureusement, après, il faut racheter les droits à la Comédie Française, racheter les droits. Et ça, c'est très difficile. Nous, les projets nous servent, quand ils réussissent, à faire des choses plus risquées, des choses plus ambitieuses, comme le livre consacré à Marc Petit, ici au grand sculpteur qui a bénéficié d'une exposition à Brive, qui était aussi pour moi un beau projet, mais des projets risqués dans lesquels j'investis une partie de l'argent. Dernière question, Jean-Marc Ferrer. Quel est votre prochain salon du livre où on pourra trouver vos catalogues? Alors, le marché de Noël
à Limoges pendant 3 jours, Oui. le week-end du 16, 17 et 18 décembre, et après le Salon du Livre de Paris, où nous nous rendons désormais Au mois de mars. au mois Et de après, mars. on vous retrouvera au Salon du Livre de Limoges. Voilà, Bordeaux avant, certainement Bordeaux avant, et Au Limoges. moment des escales littéraires. Exactement. Bon, Voilà. le site, très simple, lesardenséditeurs.com. Comme. Jean-Marc Ferrer, quel plaisir de voir un homme passionné. Ça fait du bien. Merci à vous. Merci vous messieurs aussi. d'avoir participé à cet entretien. Eh bien, dans 10 ans. À dans 10 ans. À dans 10 ans. Merci à Merci. vous.